On le savait déjà avant, le vainqueur Usyk Fury est incontesté, mais allait l'être pour 2 semaines. Mais, il y a plein de choses qui se passent. Tu m'as envoyé un truc hier. Euh, le clan Usyk, le promoteur d'Usyk, va faire une requête pour qu'on ne lui enlève pas son titre IBF, ce qui permettrait à la potentielle revanche entre Usyk et Fury de nouveau être pour toutes les ceintures. On va commencer très simple. Incontesté, ça veut dire champion dans toutes les grosses fédérations, qui possède les ceintures de toutes les grosses fédérations. Euh, pour quelle raison est-ce qu'il allait très rapidement perdre la ceinture IBF? En gros, quand tu es champion d'une des fédés majeures, on t'impose ce qu'on appelle des mandatories. Donc un challenger obligatoire, quelqu'un qui est soit classé premier dans la fédé, soit qui a une ceinture intérimaire par exemple. On aime bien les ceintures intérimaires en boxe ou les ceintures, par exemple la WBA qui fait champion régulier, super champion. Enfin, ils aiment bien donner des ceintures un peu à tout le monde parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une ceinture qui est remise en jeu, la fédération prend une commission sur le combat, Hmm. puisqu'ils sanctionnent le dit combat, et donc quand c'est un combat pour le titre, ils prennent plus d'oseille. Donc c'est surtout une histoire d'oseille, on va pas se mentir. En gros, ce challenger mandatory fait que la fédération t'impose une défense de titre contre ce gars-là et pas un autre. Et si toi tu refuses la défense contre ce gars-là, contre ton challenger numéro 1 officiellement, en général, les fédérations vont avoir tendance à retirer la ceinture au combattant qui tient la ceinture au champion. Exception faite de mémoire récente de Tyson Fury et de Canelo Alvarez parce qu'ils rapportent énormément d'oseille justement aux fédérations. Donc c'est difficile pour les fédés de leur dire bah t'as intérêt à défendre contre ton mandatory. Il a fini par le faire Fury en la personne de Dillian White par exemple, mais ça a été, enfin c'est parce qu'il y avait que lui de disponible à ce moment-là. S'il avait pu combattre contre quelqu'un d'autre, il aurait combattu contre quelqu'un d'autre, honnêtement. Et Canelo, il fait ce qu'il veut parce que pareil, c'est le visage de la boxe aujourd'hui, donc y a pas de débat là-dessus. Mais là, en gros, ce qui s'est passé dans le cas d'Usyk, c'est que Usyk a refusé de défendre. C'était le tour de l'IBF d'être défendu, puisque Usyk avait 3 ceintures dans des fédérations majeures, WBA, WBO, IBF. Il a défendu la WBA très récemment contre Daniel Dubois, qui était son challenger mandatory, qui était le champion intérimaire WBA. Donc ça, c'était fait. Lui, Usyk, était le challenger WBO de Joshua. Donc la WBO avait déjà été défendue par Joshua juste avant. Donc là, c'était autour de l'IBF, parce que c'est chacun Ça son tour, tourne en dans fait. ce cas-là. Voilà. Ok. Ok. Et donc, c'était autour de l'IBF. Et Usyk a refusé de défendre contre Filip Ergovic, qui est le champion intérimaire IBF. Il a refusé de défendre contre Filip Ergovic pour combattre pour les 4 ceintures, contre Tyson Fury, pour ce qu'on appelle donc les réunifications. Et la réunification, surtout celle des 4 ceintures, surtout la réunification incontestée, est prioritaire par rapport à tout le reste, en fait. Et les fédérations se mettent en retrait quand il y a l'occasion de mettre les 4 ceintures sur un même plan pour un combat en particulier, parce que d'un point de vue historique, d'un point de vue tout, ça fait toujours sens. Et ils ont Et toujours fait ça. Et financièrement, financièrement, oui, ils y gagnent évidemment. plus en plus. Ouais, parce que c'est un énorme combat. En général, quand c'est pour un disputed, c'est plus marketé, les pay-per-views sont plus achetés. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, évidemment. Et donc ça existait déjà à l'époque des 3 ceintures. Ça, hein. C'est pas nouveau pour le coup de l'ère des 4 ceintures. Lennox Lewis, Riddick Bowe, tous ces mecs-là ont déjà eu ce problème. Et donc Usyk a refusé de défendre l'IBF, et l'IBF lui a dit OK, on te laisse garder l'IBF pour le combat contre Fury, parce que du coup combat d'importance historique et effectivement combat extrêmement lucratif. Par contre, bah, t'as refusé de défendre ton IBF, on va te la retirer ou tu la rends vacante, comme tu préfères, mais sous 2 semaines pour que Ergovic contre Dubois, donc qui arrive le 1er juin. Oui, non, non, pas le 1er juin, si c'est le 1er juin, c'est le 1er Si, juin, si, pardon. c'est le premier genre. C'est le 1er juin. Qui arrive le 1er juin, puisse être un combat pour la ceinture IBF. Puisque Ergovic est donc le prétendant officiel à Usyk dans la fédération IBF. Et donc, Usyk, logiquement, et ça on le sait malheureusement depuis des mois, aurait dû être effectivement strip de sa ceinture IBF. Et donc là, il me fait une requête pour pas qu'on lui enlève. Quelle est la procédure? C'est juste une demande et puis c'est accepté ou refusé. Et dans ce cas-là, c'est bien joué de sa part parce qu'en fait, tous les fans vont se retourner un peu contre l'IBF parce que je pense que, dis-moi si je me trompe, hein, mais je pense que tous les fans vont être là en mode ce serait illogique de lui retirer la ceinture IBF pour que ce soit Ergovic ou Dubois qui la prenne, surtout qu'il a battu récemment Dubois. Ouais. Et donc en fait, il met un peu l'IBF sur la sellette. C'est selon votre choix, vous allez vous faire détester ou adorer.
Bah, c'est très bien ce qu'il fait, bah, c'est ce qu'avait fait par exemple Riddick Bowe à l'époque avec la WBC en disant moi je m'en fous en fait de vos considérations nulles juste pour le pognon, je défends pas la ceinture WBC et Lennox Lewis l'avait récupéré comme ça d'ailleurs. Il y a cette image très symbolique où il la jette dans une poubelle la ceinture WBC en pleine conférence de presse en disant j'en ai marre de vos conneries politiques, on n'en peut plus en fait. Et effectivement l'IBF va se retrouver dans une situation compliquée d'un point de vue purement relations publiques où ils vont être obligés de se justifier de dire pourquoi ils retirent la ceinture à Usyk. Et ils peuvent pas dire que Usyk est pas actif. Ils peuvent pas dire que c'est parce que Il vient oui mais littéralement de la défendre en fait, voilà hein, parce que exactement c'est ça. Donc tu peux pas factuellement, dire il l'a défendu voilà là, il a défendu pas contre un mec qui était classé mais à pas co l'IBF voilà, puisque pas c'est un contre le mec qui est mandatory, ouais, champion c'est ça. WBC donc il est pas classé à l'IBF. Donc mais t'as pas le droit de dire ouais mais il la défend pas donc c'est pareil ce truc de champion intérimaire je veux dire alors vous en MMA vous commencez à bien connaître ça parce que l'UFC commence à faire n'importe quoi aussi avec les champions intérimaires ils commencent à défendre leur ceinture les champions intérimaires normalement pardon pardon Thomas normalement c'est censé c'est- C'est moi qui vais la monter celle-ci, donc ah bah, pardon pardon Chris. Chris. Je vais le laisser au Normalement montage, tu ouais, sais que ça ah c'est bah, drôle. tiens comme ça moi attends regarde. C'est mieux. Normalement, les ceintures intérimaires sont censées être un remplacement pour dire le champion est pas assez actif, mais on n'a pas envie de lui retirer la ceinture. On met un champion intérimaire en attendant que le champion, par exemple, qui est blessé, revienne. En boxe, c'était un peu l'idée aussi au début. Maintenant, c'est vraiment histoire de filer des ceintures à tout le monde pour prendre plus de fric, pour sanctionner plus de combats, pour avoir plus de défense de ceinture. Et donc aussi, même les promoteurs, ça les arrange, on va pas se mentir. Parce que les promoteurs, ils peuvent mettre combat pour le titre sur tous leurs Ouais. posters maintenant. Ça met un genre d'enjeu pour les non-connaisseurs qui disent: Ce qui est «Oh, il y a une surréaliste. ceinture, ça va être stylé», ouais. Oui, oui, Mmh. c'est ça. Mais ce qui est surréaliste parce que t'as des combats pour la ceinture, je peux te jurer que t'en as jamais entendu parler. Ils sont diffusés nulle part. Ils sont diffusés sur Facebook Live. Alors c'est pas un jugement de valeur, mais du coup c'est pas un combat pour la ceinture, quoi. C'est tout. C'est quand même triste d'en arriver là. Et Alors la boxe, c'est une mauvaise tendance. petite parenthèse, on va faire une vraie vidéo sur Oui. voilà, vous simplifiez la vie par rapport à la et d'ailleurs je vais la regarder aussi avec une grande attention, c'est nous simplifier, je veux dire du coup nous mais sans t'inclure toi, nous simplifier la vie sur la compréhension vraiment du monde de la boxe anglaise qui est assez complexe quand on plonge dedans et qu'on est novice. Bah, politiquement, c'est terrible. Et là, typiquement, ce qui se passe, je trouve que l'exemple est bon parce qu'effectivement, Usyk fait cette demande donc d'exemption. Il veut pas qu'on lui retire sa ceinture IBF en disant je la redéfends en octobre contre Tyson Fury de toute façon. Maintenant, il y a toute la partie Fury. Fury, on sait à quel point, on sait à quel point il est pas fiable. Il a dit qu'il voulait pas le rematch. Ensuite, il a dit, enfin, Frank Warren a dit, donc le promoteur de Tyson Fury, en son nom, qu'il allait activer la clause de rematch. C'était sûr et certain. Là, il a redit encore hier Fury qu'il n'était pas sûr. Usyk, lui, est sûr et certain. Et c'est très étonnant tout ça parce que celui qui a le plus à perdre, c'est Usyk quand même dans le rematch. Mhm. Parce que lui, il a tout. C'est un des plus grands de tous les temps. Il part vers le soleil couchant. Il a le respect de absolument tout le monde. Et il reste dans les annales. Donc Fury a tout à gagner en fait dans un rematch parce que au pire Fury perd une deuxième fois. Bon bah entre avoir 34-1, 34-1 et 34-2 sur ton palmarès, on s'en fout un peu. Surtout quand c'est le même mec. Donc Usyk met l'IBF en disant je vais la défendre en octobre quoi qu'il arrive. Et de toute façon, honnêtement, s'il la défend pas en octobre contre Fury, je pense qu'Usyk a pas envie de partir à la retraite. Donc cette ceinture IBF va être mise en jeu. Et si Usyk décide de partir à la retraite parce qu'il n'y a pas de rematch, elle va être mise en jeu, cette ceinture IBF, cette année. Je veux dire, c'est pas pressé à 2 semaines près pour être au 1er juin. On s'en fout. Enfin, c'est pas la fin du monde. Mais ils ont fait pareil avec Bud contre Spence. On a eu le même. C'était encore pire, puisque là, le retrait de ceinture s'est fait. C'était pas Bud Spence, je dis n'importe quoi. C'était Charlot. C'était un des frères Charlot. Le retrait de ceinture s'est fait dès qu'il est monté dans le ring, en fait. C'est-à-dire, officiellement, il a été présenté avec ses ceintures. C'était pour le combat contre Canelo, c'est ça. Et c'était Undisputed versus Undisputed, le combat. Donc, tout a été vendu autour de ça. Donc, ils ont dit, les fédérations ont dit, on vous laisse les ceintures pour pouvoir marketer le combat et nous pouvoir prendre l'oseille. Parce que si l'IBF ou la WBA ou la WBO ou la WBC lui retire la ceinture avant le combat, ils prennent pas d'oseille. Et là, du coup, ils ont dit, il est monté dans le ring, il a été annoncé comme champion undisputed. Dès que la cloche du premier round a retenti, ses ceintures lui ont été enlevées, tu vois. Donc c'est- C'est lunaire. ah ouais, non, mais c'est surréaliste et ça arrive malheureusement tout le temps en boxe. Et tu vois, typiquement, tout ce truc de ceinture intérimaire, de machin et tout, c'est une bagarre de promoteurs et de fédérations. Il y a que eux que ça intéresse, tu vois. Dubois, par exemple, contre Ergovic. Enfin, je suis désolé, mais Dubois, il y a pas si longtemps que ça, c'était le mandatory WBA d'Usyk.
La défaite, enfin, on va même pas parler du Kuba ou pas Kuba, mais la défaite, elle est criante. Je veux dire, il se fait surdominer, il prend un KO sur un jab. Enfin, soyons sérieux 2 secondes. Là, il va combattre pour un title eliminator officiellement. Si l'IBF décide vraiment d'enlever la ceinture à Usyk et de la mettre en jeu contre Dubois Ergovic, si c'est Dubois qui gagne, Dubois aura fait d'abord il aura challengé en WBA, il aura été enfin je veux dire c'était pas on veut pas un rematch Usyk Dubois, ça intéresse personne et du coup il sera par contre mandatory IBF de Usyk. Alors qu'il vient juste de perdre contre Usyk. Enfin c'est mais ça c'est la boxe. Il y a de l'oseille à faire donc enfin les fédérations c'est devenu on en parlera du coup dans la vidéo, j'essaierai de faire un récap exhaustif historique de comment tout ça s'est mis en place parce que avant les années 60, avant la WBA, je crois que c'est 63, je vérifierai pour la vidéo pour être très carré mais avant la WBA, ça n'existe pas tout ça. C'est Ouais. le titre linéaire, c'est The Man who beat the Man. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Et c'est pour ça Mhm. qu'il y a beaucoup de gens qui ont appuyé sur cette partie-là pour le combat Undisputed aussi, de dire Fury est champion WBC, mais il est surtout champion linéaire. Et donc, il est le champion officiel, le descendant des Mohamed Ali, des Jack Johnson, des Jack Dempsey, des Rocky Marciano, des Joe Louis. C'est lui le descendant officiel, puisqu'il a battu Klitschko en 2015, qui était le champion linéaire, et c'est comme ça que tu récupères le titre. Mais il n'y a pas de ceinture pour ça. Donc, ça fait moins clinquant, ça fait moins bling-bling. Et Usyk est aujourd'hui le champion linéaire, donc Usyk est le descendant de tous ces grands boxeurs, et c'est lui le champion officiel, c'est lui le mec le plus fort de la catégorie. Et Ouais. c'est pour ça qu'on pousse beaucoup ça dernièrement, je trouve, depuis quelques temps. On n'en parlait plus du tout dans les années 2000, dans les années 90, et depuis là, on pousse beaucoup plus ce narratif autour du champion linéaire, parce qu'en fait, ça permet de s'y retrouver presque. Ouais, De c'est dire, bah, ça, c'est c'est ce ça. mec-là le champion du monde, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme tu as dit, le mec qui a battu le mec. Et donc, vu que dans les années 60, c'était très clair, Ouais. il faut vraiment aller tirer jusque-là pour dire, OK, qui c'est qui a battu. Et donc, il faut juste espérer qu'il y a un moment où il n'y a pas, je sais pas si c'est arrivé, potentiellement dans au moins une catégorie de poids, j'imagine, quelqu'un qui se retire avec le titre et du coup, tu sais Rocky plus faire Marciano, ouais. le, Rocky voilà, Marciano est parti à 49-0, effectivement. Il est parti ah invaincu. ben voilà. C'est le seul champion poids lourd de l'histoire à s'être retiré invaincu. Après, tu peux penser à Mayweather aussi, par exemple, dans les Mhm. catégories plus légères, pareil, qui était le champion linéaire de toutes les catés, qu'il a passé. Même quand tu changes de catégorie, du coup, tu laisses ton titre linéaire. Mais en fait, le titre linéaire, c'est un peu une acceptation globale. C'est-à-dire, si demain Usyk prenait sa retraite, le titre linéaire, et par exemple, il y aurait Fury Joshua, le titre linéaire serait remis en jeu entre Fury et Joshua. Il n'y aurait pas Ouais, tellement de c'est un peu débat. les deux plus probables qui auraient affronté Usyk, et C'est alors ça, ça, c'est une reprise à ce moment-là, quoi. Ça, voilà. exactement. On va finir le podcast là-dessus, parce que comme on parle de ça, je pense que c'est très intéressant. Il y a eu pas mal de débats, notamment pendant que je commentais le combat, comme quoi Lennox Lewis n'était pas le dernier Mm. champion incontesté des poids lourds. Il y en a eu plusieurs même dans notre commentaire sur notre analyse à 3, il y a quelqu'un qui avait dit ça, que dans les 10 premières secondes de la vidéo, il y avait une erreur parce que euh, tout le monde disait que c'était Lennox Lewis, mais en fait, c'est pas lui parce qu'il n'avait pas la Mm. WBO. Et j'ai bien aimé la réponse que tu m'avais donnée en privé, donc je te lance la balle pour que tu puisses expliquer ça en public. Je me suis permis de lui répondre d'ailleurs sur Twitter à ce monsieur. Effectivement, j'ai vu passer. Non, Lennox Lewis c'est bien le dernier champion incontesté poids lourd. Il y a pas de débat en fait là-dessus. C'est surtout la façon dont fonctionnent les fédérations, comment elles deviennent une fédération majeure reconnue comme majeure. Ça c'est un peu complexe, mais par exemple pour l'IBF devient une fédération majeure parce que Larry Holmes décide non pas de combattre pour le titre, je crois que c'est WBC à l'époque, il décide de combattre pour le titre IBF. Et comme c'est un mec qui était champion, et d'ailleurs le champion linéaire, ça crédibilise l'IBF. En gros, c'est un peu comme ça que Hmm. ça fonctionne. Et donc, la WBO, qui est la dernière en date, qui est rentrée officiellement dans le cercle très fermé des fédérations majeures, c'était 2004 et c'était Hopkins contre De La Hoya. Parce que justement, Hopkins contre De La Hoya, c'était le combat entre les deux méga giga superstars de l'époque. Et ils combattent pour la ceinture WBO. Ça crédibilise la ceinture WBO. Par exemple, Klitschko, quand il était champion WBO en 99, 2000, 2001, etc., personne ne le considérait comme un champion du monde majeur. Personne. Donc c'est vraiment 2004 et Bernard Hopkins contre De La Hoya. Donc Bernard Hopkins, c'est le premier champion 4 ceintures, parce que justement, ce combat, c'est un combat d'unification officiellement, etc. Par exemple, si demain, tu as un combat entre le champion du monde IBF et le champion du monde IBO, ce qui a été d'ailleurs le cas pour Kakashi contre Cordina sur la sous-carte Ouais. de Fury Usyk,
personne n'appelle ça un combat d'unification. Personne. Parce que l'IBO n'est pas encore une fédération majeure. Ça va pas tarder, hein. Je vous le dis. C'est ça ça. va Et pas tarder. justement, Usyk, puisque c'est un très bon exemple en fait. Usyk contre Fury, il n'y avait pas la ceinture IBO. Il y avait la ceinture IBO, Ah mince. mais voilà, mais Ouais. Donc là, c'est un contesté. Mais imaginons, il n'y avait pas la ceinture IBO. C'était quand même un contesté. Voilà, c'est ça. Et ça devient une fédération majeure dans 4 ans. Ça change pas la définition de Usyk comme incontesté. Ah non, bien sûr que non. C'est à l'instant que c'est. Et donc pour Lennox Lewis, c'est ça. Il était incontesté à cette époque-là. Oui, parce que la WBO aujourd'hui, tu prends du recul, tu dis il a pas les 4. Mais non, il a pas les 4 parce que la 4e n'était pas majeure à cette époque-là. Oui, parce que je disais que l'argument c'était oui, mais en 99, Klitschko était déjà champion de WBO, donc oui, mais Klitschko en 99 n'est pas le Klitschko de 2006, 2007, 2008. Faut être très cohérent là-dessus. Il y a un anglophone qui en parle extrêmement bien, qui pour moi est le meilleur sur ce sujet-là, qui s'appelle Remise Corner, c'est une chaîne YouTube. Pour moi, c'est le meilleur là-dessus. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller fouiller un peu ce qui fait autour de tout ça, des ceintures, autour de tout ce qui est champion linéaire et tout. Il est vraiment bon là-dessus. Il est très renseigné, très carré, et puis il sait de quoi il parle. Mais vraiment, 2004, c'est unanimement admis comme l'arrivée de la WBO. C'est septembre 2004 même, avec le combat Hopkins de la Hoya. Avant ça, la WBO, c'est pas une ceinture majeure, c'est l'équivalent aujourd'hui de l'IBO. L'IBO, encore une fois, dans 5 ans, je pense, 10 ans grand max, on sera dans l'ère des 5 ceintures avec l'IBO. Même si Turquie a pas l'air de beaucoup apprécier ça, il a pas l'air d'énormément apprécier la multiplication des ceintures, et il aimerait revenir de son propre discours, hein, qu'on voit dans les interviews et tout. Il aimerait vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, un champion du monde par catégorie, comme c'est censé être le cas en fait. Parce que là, si vous voulez, ce qui se passe en ce moment en boxe, c'est comme si on partait du principe que le champion du monde à l'UFC, en MMA, est au même niveau que le champion de l'Hexagone MMA. J'essaie voilà, mais dire toutes les fédés de MMA qui disent les orgas pardon de MMA qui disent il est champion du monde, le KSW par exemple qui dit champion du monde du KSW. Bah, en fait, la WBA, par exemple, qui dit il est champion du monde, mais WBA, donc c'est un peu le même truc. Il y a 4 fédés et ils sont tous à égalité. Sauf qu'on sait très bien que dans chaque catégorie, normalement, t'en as un qui est plus fort que les autres, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai envie de prendre un exemple très, très facile. Le Cage Warriors ne devient pas une promotion exceptionnelle, une promotion majeure mondiale, parce que Ilia Topuria a été champion chez eux. Enfin, il n'a pas été champion, mais ouais, oui, parce qu'il est passé là-bas. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et pareil pour Klitschko, il a été champion WBO dans les années au début, juste avant 2000. Il est devenu énormissime Klitschko plus tard. C'est pas pour autant que tu reviens sur la définition de mais comme il était champion WBO en début de carrière, la WBO à ce moment-là était majeure. Oui, voilà, non. C'est une décision qui est temporelle. Et au moment où Lennox Lewis avait pris les 3 ceintures, non incluant la WBO, c'était considéré comme incontesté à ce moment-là. Et donc, peu importe quand on va regarder dans le futur, il sera incontesté. Ce sera le dernier incontesté avant Usyk. Et encore une fois, même si j'invente dans 30 ans, il y a une nouvelle ceinture majeure en boxe anglaise, ça va pas enlever le titre incontesté de Usyk et de tous les prédécesseurs parce que cette ceinture n'existait pas encore à ce moment. Non. Il n'y aurait pas eu l'IBO, il aurait quand même été champion du monde. Il y avait l'IBO parce que l'IBO, elle traîne là. Enfin, surtout en poids lourd. L'IBO, ça fait 20 ans qu'elle traîne là en poids lourd. Tout le monde se la passe de main en main, tout le monde s'en fout. Mais effectivement, par contre, à terme, ce sera. Et puis ça fait des jolies photos. T'as plus de ceintures, tu vois. Tu rajoutes une ceinture. Mais c'est vrai. Tu vois, Joshua, il posait avec la ceinture IBO avant de gagner la ceinture. Je crois que c'était la WBO contre Parker. Du coup, Joshua, tu le vois, il a déjà 3 ceintures, alors qu'en fait, il en a que 2 officiellement. Il a l'IBF et la WBA. Deux majeurs et Parker qui a la WBO. Enfin. Et du coup, t'as l'impression qu'il a plus de ceintures qu'il n'en a vraiment. Et c'est tout le truc aussi, visuellement, ça marche mieux. Plus t'as de ceintures, plus ça paraît impressionnant. Sauf que pour les fans, en vrai, ça devient extrêmement bordélique et trop bordélique. Et j'espère que ça va s'améliorer. J'espère qu'on va pas justement rendre l'IBO majeur et qu'on va plutôt retourner vers quelque chose avant années 60 et dire bon, on repart au truc linéaire. Demain, d'unifier tout ça, quoi. Ouais, bon, ça c'est ultra business et ultra politique, comme tu l'as dit plus tôt dans le podcast. On va voir comment ça évolue. En tout cas, Dylan, merci de nous avoir éclairci là-dessus. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Abonnez-vous. Ciao. Ciao tout le monde.